Aujourd'hui, l'histoire très touchante d'une maman dont le fils Thomas est atteint d'une maladie génétique rare, l'une des formes de ce que la médecine appelle l'ostéogenèse imparfaite et que dans le langage courant, on appelle nous la maladie des os de verre. Elle raconte son combat d'abord pour obtenir un diagnostic et puis pour lui permettre de faire une scolarité normale au milieu des autres jusqu'à son entrée à Normal Sup en mathématiques, où il est toujours aujourd'hui. Elle raconte tout ça dans un livre paru aux éditions du Cerf il y a quelques semaines, Mystère de la fragilité. Elle s'appelle Isabelle Mordant et elle est en face de moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Christophe. Vous racontez 20 années de votre vie dans ce livre, c'est beaucoup. J'ai tracé mon chemin là-dedans pour tirer ce récit que j'ai écrit avec Simon Veil, réalisation de Céline Lebras. C'est étrange, hein, mais j'ai vécu ma grossesse dans l'angoisse. Thomas est né le jour de mes 25 ans. Évidemment, pour Paul et moi, c'était le plus beau bébé du monde. Mais quand la sage-femme à la maternité m'a remis son carnet de santé, je sais pas, une inquiétude sourde m'a envahi. Le pressentiment d'un malheur imminent. Et puis l'impression d'un poids sur mes épaules. Et puis assez vite, Thomas se met à pleurer. Pleurer. On me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il lise le journal? Je sais qu'un bébé pleure. Mais parce qu'il a faim, parce qu'il faut le changer, parce qu'il a besoin de caresses. Mais Thomas rien n'y fait. J'en parle au médecin, il ne m'écoute pas. Pour le docteur et pour les grands-parents, tout va bien. Il fait ses dents. Vers ses 6 mois, quand je le prends dans son lit ou pour le laver, il hurle. Et moi j'ai l'impression qu'il a mal au cou. Je vais voir 3 fois le pédiatre en 3 semaines. Je le harcèle. Bon, eh bien si vous y tenez, je vais lui prescrire une radio. On ne voit rien sur la radio. Il fallait s'y attendre, hein. Les os d'un bébé de 6 mois sont si peu denses qu'en général ils ne sont pas lisibles. Je le harcèle encore. Et j'obtiens une IRM et surtout, je vous ai obtenu un rendez-vous avec le chef de service de pédiatrie au CHU. C'est une sommité, hein. Vous avez beaucoup de chance de pouvoir le consulter aussi vite. Quand j'entre dans son bureau avec Thomas dans mes bras, le professeur ne m'adresse pas un mot, pas même un regard. Il pose Thomas sur la table d'examen et il se met à lui malaxer la nuque. Thomas hurle. D'une certaine manière, ça me rassure. Comme ça, il va voir que j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter. Il ne va pas me renvoyer chez moi comme le pédiatre, sans explication. Les infirmières leur habillent, elles me le rendent. Et pendant ce temps-là, sur un grand panneau lumineux, le professeur examine les images de l'IRM. Il est entouré d'étudiants. Vous voyez là, c'est assez net, hein? Fracture de la vertèbre cervicale. Quand j'entends ça, des larmes coulent sans même que j'en ai conscience. Et dans la minute qui suit, une infirmière me prend Thomas, l'installe sur un brancard et le met en traction. C'est-à-dire qu'il est attaché sur son lit, le cou tiré par un système de poulies et de poids. Le but, madame, est de permettre à la fracture de se consolider, sans complications, d'accord? Il va rester comme ça quelques semaines. Une vertèbre ne casse pas comme ça. Il n'est jamais tombé. Je l'ai toujours manipulé avec d'infinies précautions. Ça fait rire les gens. Je ne l'ai jamais confié à personne d'autre. Est-ce que ça serait pas la maladie des os de verre? L'ostéogenèse imparfaite. J'en ai entendu parler il y a quelques mois, à la mort du pianiste Michel Petrucciani. Vous savez, le pianiste de jazz. Il est atteint de cette maladie. Alors, je pose la question au médecin. Vous ne pensez pas que Thomas a peut-être la maladie des os de verre? Non. Les bébés qui souffrent de cette pathologie sont souvent chétifs. Il n'est pas chétif. Et puis généralement, les premières fractures ont lieu au niveau des hanches, des bras ou des jambes. Il ne présente aucune des caractéristiques de cette maladie, aucune. Bon, d'accord, puisqu'ils le disent.
Thomas reste comme ça sous traction cervicale au CHU pendant 1 mois et demi, dans une petite chambre vitrée où je n'ai même pas le droit de dormir avec lui, mais où je passe 14 heures par jour à lui tenir compagnie. Au bout d'1 mois et demi, bien, vous allez pouvoir rentrer chez vous avec Thomas. Il devra porter une minerve et il faudrait que je vous revoie régulièrement. À quoi est-ce que vous attribuez sa fracture ? Une fragilité mécanique du cou, due à une malformation osseuse locale. D'accord. Mais dès notre retour à la maison, les incidents s'enchaînent. Un jour, il ne bouge plus un bras, la semaine suivante, c'est une jambe. Et donc, on se retrouve aux urgences, où le diagnostic est toujours le même, des micro-fractures. Et à chaque fois, on me le rend, en me disant de faire attention. Le manège se poursuit comme ça jusqu'à la veille de ses 1 an. À ce moment-là, je ne l'ai dit à personne, mais je suis enceinte. Je suis enceinte à nouveau. Thomas ne peut plus une fois de plus bouger un de ses bras. Je l'emmène aux urgences, le médecin de garde fait faire des radios, et il m'envoie directement dans le bureau du chef du service d'orthopédie, qui suit Thomas depuis le début. Il veut son avis. Et le voilà, son avis. Mon avis, madame, depuis le début, est que vous maltraitez votre enfant. Nous n'en avons pas la preuve, et c'est au bénéfice du doute qu'on vous l'a rendu. Ça s'appelle le syndrome de Munchausen. Maltraiter un enfant dans le but d'attirer la compassion par le biais de la maladie de l'enfant. Vous vouliez savoir ce que je pense ? Vous le savez. Ils ont décidé d'engager une procédure contre moi. Mon Thomas est hospitalisé sur le champ. Je n'ai plus aucun droit sur lui. Donc ils me soupçonnent. Ils me soupçonnent depuis des mois. Et moi qui leur faisais confiance. On nous interroge, Paul et moi. Ensemble, puis séparément. On fouille dans l'intimité de notre couple. On nous humilie. Et moi, je suis enceinte. J'ai les premières nausées. Et vous savez ce que dit le médecin à ma mère ? Je ne crois pas qu'elle soit vraiment enceinte. Elle dit qu'elle est enceinte pour nous apitoyer. Elle manipule tout le monde. Ma mère lui jure que je suis enceinte. Et lui ? Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire un autre bébé ? Ma mère me propose de contacter une de ses relations à Paris. Un grand médecin qui lui-même prend contact avec la spécialiste à l'hôpital Necker. La spécialiste des fragilités osseuses de l'enfant. C'est elle qui appelle le CHU en Normandie. Dites-moi, cher confrère, j'ai de bonnes raisons de penser que Thomas Mordant, que vous avez dans votre service, pourrait souffrir d'une ostéogenèse imparfaite. Il faudrait que je le voie. Et là, incroyable volte-face du professeur du CHU. On est dans le couloir, il est 9h du soir, ma mère est là, je me souviens, et on le voit arriver, au bout du couloir, l'air embarrassé. « Bonsoir. Donc votre fils va être vu dans quelques jours à Necker à Paris, hein, par une consoeur. En ce qui me concerne, je voulais vous dire que mon opinion est faite. Thomas a une ostéogenèse imparfaite. Autrement dit, la maladie des os de verre, c'est une maladie génétique. Et d'ailleurs, dès lors, puisque vous êtes enceinte, je vous invite à consulter un généticien. Évidemment, nous renonçons à nos poursuites contre vous. Voilà. Vous pouvez rentrer chez vous avec votre fils jusqu'à ce rendez-vous à Paris. Bonne soirée, messieurs, dames. Pour les excuses, on repassera. Nous voilà donc à l'hôpital Necker, à Paris, où la spécialiste, qui est aussi généticienne, pose enfin un diagnostic. Bien. Je pense que votre bébé est atteint d'une ostéogenèse imparfaite, communément appelée la maladie des os de verre. Sous une forme d'ailleurs assez atypique, ce qui a pu égarer mes confrères de Normandie. Après, je suis beaucoup d'enfants atteints de cette maladie. C'est étonnant, il ne leur ressemble pas. Il a plutôt bonne mine, ce qui est rarement le cas. Et donc je ne suis pas forcément très inquiète pour lui. Il devrait pouvoir vivre assez normalement,
marcher, aller à l'école. Bon, bien sûr, il faudra être un peu vigilant, mais pas trop non plus. Il faudrait pas trop le protéger, ça freinerait son développement. Au contraire, il faut qu'il bouge pour fortifier ses os et, en même temps, éviter qu'il se les casse, parce que qui dit fracture dit immobilisation, et les immobilisations augmentent la fragilité. Donc ça peut devenir une sorte de cercle vicieux, vous voyez. C'est la première consultation qui compte dans la maladie de Thomas. On est reçu longuement. Une psychologue est présente. On répond avec délicatesse à toutes nos questions. On écoute notre souffrance. Et tenez, voilà mon numéro de ligne directe. Vous m'appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on va nous aider, mais qu'on ne sait pas grand-chose. En nous disant ça, qu'il aurait une vie normale, elle s'est trompée ou elle a voulu nous dissimuler volontairement la vérité? Je lui poserai la question un jour quand Thomas aura développé la forme la plus sévère jusqu'à devenir totalement dépendant. Elle m'a juré qu'elle s'est trompée, de toute bonne foi. Mais moi je garde un doute. En tout cas, ça ne va pas arranger ma méfiance vis-à-vis des médecins. On rentre chez nous. Et c'est difficile. On doit d'abord trouver un kinésithérapeute compétent et disponible. J'en trouve une, Béatrice. Elle le verra 3 fois par semaine. Et ensuite, il faut organiser la prise en charge des fractures, qui vont continuer au CHU, qui nous est toujours aussi hostile, parce que si le chef de service nous a disculpés, il l'a fait juste devant nous. Dans son service, il n'a rien dit. Son autorité, vous comprenez. Et donc tout le monde est resté fixé sur un diagnostic de maltraitance. Et donc on continue de me traiter en mère indigne. Au CHU, on m'a recommandé un psychomotricien. 45 € la séance, non remboursé. Il veut le voir 2 fois par semaine. Pour un jeune ménage, c'est un budget. Mais bon, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez asseoir Thomas par terre, tenez là. Oui, vous pouvez prendre des coussins. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir et de me laisser seul avec lui. Vous savez, quand un enfant de 1 an ne tient pas fermement assis, ça vient en général de difficultés de relation avec sa mère, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cet Olibrius? J'avale ma salive, je règle la séance. On ne reviendra pas. Vous savez ce que m'a dit un jour Béatrice, la kiné de Thomas? Les médecins du CHU l'ont contacté. Ah oui? Et ils m'ont dit de le déshabiller à chaque visite. Et de chercher sur son corps des traces de coups. Ils m'ont dit ça, hein. Moi, je l'ai pas fait, hein. C'est pas mon rôle. De toute façon, bon, depuis, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils avaient eu tort et que c'était une ostéogenèse imparfaite. Ils ont aussi appelé la gynécologue qui suit ma grossesse. Ah oui, oui. Ils m'ont dit que vous aviez maltraité votre aîné, que vous alliez certainement vous inquiéter d'une fragilité osseuse concernant le bébé, et qu'il ne fallait pas vous croire. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais ils ont fait mieux que ça. Ils m'ont demandé de vous inciter à interrompre votre grossesse. Je les ai pas écoutés. J'ai fait une échographie. Ça ne me donne aucune assurance que le bébé va bien, mais pas de certitude non plus qu'il va mal. Thomas a 18 mois, maintenant. Il tient bien assis, il rampe à plat ventre, mais il ne marche pas à 4 pattes, et il ne sait pas changer de position tout seul. Il tient sur ses jambes, mais il n'est pas prêt de marcher. Et puis, il a des douleurs dans le dos, j'ai peur d'une fracture. J'espère qu'il marchera avant son petit frère, mais c'est pas sûr. Son petit frère, nous l'avons appelé Pierre. J'ai 26 ans quand il vient au monde. Dans les ténèbres de cette époque de notre vie, c'est un rayon de soleil. Et il n'est pas malade. Thomas a bientôt 3 ans. Il vient de subir une opération très lourde. On lui a installé un clou télescopique dans le fémur pour le consolider. Je le promène dans le couloir de l'hôpital, dans mes bras. Et d'un coup, il crie « Issu !» Et là, il me montre le panneau vert qui indique « Issue de secours ». Il n'a que 3 ans.
et il connaît déjà l'alphabet. Je raconte ça au médecin. Ah mais vous savez, votre fils n'est définitivement pas comme tout le monde. Hein. À partir de ses 3 ans et demi, Thomas lit couramment. Ça n'est pas moi qui lui ai appris. Il a appris tout seul. Je me suis battu pour qu'il aille à l'école, avec les autres. Il n'en voulait pas, mais je n'ai pas lâché. J'ai obtenu une auxiliaire de vie scolaire 2 après-midi par semaine. Ils ont fini par dérouer. Thomas a maintenant 5 ans. Il est en grande section de maternelle. Aujourd'hui, il est rentré grognon de l'école. Sa maîtresse se plaint de lui. Il est très distrait, hein. Et il n'écoute pas. Il regarde tout le temps par la fenêtre. Et puis entre nous, il est assez mal élevé, hein. Jamais merci, jamais s'il te plaît. Et enfin, il est un peu, comment dirais-je, paresseux. Paresseux. Elle lui reproche de ne pas marcher à 5 ans. Un enfant qui, en ce moment, totalise 40 fractures. Il a 9 ans maintenant. Il est en CM1 et on lui a trouvé une école vraiment bien. Un soir, il est dans son bain, je viens de le savonner. « Dis maman, j'aime vraiment les nombres irrationnels. »« Les nombres irrationnels ? Mais qu'est-ce que c'est ? » Eh bien, c'est les nombres qu'on peut pas mettre sous la forme d'une fraction. Par exemple, pi, c'est un nombre irrationnel. Quelque temps plus tard, la maîtresse me convoque. « Je ne sais pas ce que vous faites à Thomas à la maison, mais moi, je ne m'en sors plus. Vous savez ce qu'il m'a demandé ? Il m'a demandé quand est-ce que j'allais aborder la géométrie non euclidienne. Qu'est-ce que je suis censé répondre ? Thomas a des capacités intellectuelles hors normes. Il s'intéresse à la musique, à l'histoire, à la géographie, à la littérature, au cinéma et aux mathématiques. À 9 ans, il saute des classes, il entre directement en 6e. De la 6e, il passe directement à la 4e. Et il se retrouve en première scientifique à 12 ans et demi. Mais cette année-là, l'une des broches qui maintient l'intérieur de l'os de son bras a bougé. On voit le clou qui sort sous la peau de son épaule. Il faut encore l'opérer. C'est au moins la 12e opération. Et lui, il est là sur son lit, il révise son cours d'histoire. Sa scolarité n'est pas seulement un plaisir, c'est sa force. Thomas a maintenant 13 ans. Un matin, le téléphone sonne. C'est la généticienne de l'hôpital Necker. Madame Mordant, j'ai une nouvelle pour vous. Le laboratoire qui garde en culture les cellules de Thomas depuis des années a identifié la mutation génétique qui provoque sa maladie. On la tient. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir rapidement des prélèvements sanguins, donc de Thomas, de vous et de votre mari, qu'on confirme ? Je suis sonné. On s'était fait à l'idée de ne pas savoir exactement ce qu'il avait. On attend les résultats des mois. Et d'ailleurs, je ne suis plus si sûr d'avoir envie de savoir. Et puis, on se retrouve à l'hôpital Necker. Alors, nous sommes arrivés à identifier le problème. Thomas a ce qu'on appelle une forme récessive de fragilité osseuse, ce qui s'explique par le fait que vous êtes porteurs tous les deux parents, du gène défectueux. C'est très rare. Il n'y a dans le monde que quelques cas identiques aux vôtres. Votre fils a hérité des 2 gènes anormaux, de vous-même et de votre mari. En pratique, ça ne change rien de savoir ça. Mais disons que ça clôt le chapitre jamais refermé des accusations portées contre nous, il y a 13 ans. Thomas a donc une maladie génétique rarissime. Et on ne peut pas savoir ce que la vie lui réserve. On ne peut pas avoir des projets à long terme. Alors, on savoure les petits bonheurs de chaque journée. Et c'est très bien comme ça. Thomas a 14 ans maintenant. Et il est en terminale. Il va passer son bac. Il est toujours aussi passionné par les mathématiques et il veut se lancer dans la recherche et l'enseignement.
Commencer par maths sup, maths spé et tenter de rentrer en mathématiques à Normal Sup. 1500 candidats, 40 élèves sélectionnés chaque année. On me dit, quand on est handicapé, il vaut mieux aller à la fac. Mais je n'en démords pas. Je veux une classe prépa, même si je suis consciente que son état physique est de fait un très gros handicap. Depuis le CE2, il ne va à l'école que le matin, corseté dans son fauteuil. Et l'après-midi, il reste à la maison, il travaille allongé. Et puis il ne peut plus du tout écrire, même avec un clavier. Et les systèmes de reconnaissance vocale ne sont pas du tout adaptés aux mathématiques. Il va lui falloir un auxiliaire de vie scolaire avec un bon niveau en mathématiques. Ça n'est pas facile à trouver. Mais 2 lycées sont prêts à se lancer dans l'aventure. Ça y est, les résultats du bac sont tombés. Mention très bien, à 14 ans et demi. Moyenne générale, 18,97 sur 20. Thomas est maintenant en classe préparatoire. Et ce soir, l'association des anciens élèves a organisé une rencontre avec un invité prestigieux. Le mathématicien Cédric Villani, qui a obtenu il y a 4 ans la médaille Fields, le Nobel des mathématiciens. Thomas, bien sûr, rêve de le voir, de lui parler. Le président de l'association a arrangé le coup. Cédric Villani vient le voir à la maison. Il arrive avec son habituelle tenue excentrique, sa montre à gousset, sa lavalière, sa broche en forme d'araignée. Alors Thomas, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? On étudie la diagonalisation des matrices. Ah, tu connais donc le théorème de Cayley-Hamilton? Moi je trouve qu'il est magnifique. Tout endomorphisme annule son polynôme caractéristique. Et puis celui-là, toute matrice symétrique est diagonalisable. Moi je trouve ça formidable. La conversation est un peu surréaliste, mais Thomas garde de cette rencontre un souvenir ébloui. Cédric Villani lui a envoyé des mails d'encouragement au moment des concours et un message de félicitations quand Thomas est rentré à Normal Sup. Il y est arrivé. C'est un exploit. À force de volonté et d'amour de la vie, il a détourné la route tracée pour lui par la nature et par la société. Il est maître de sa vie. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et voilà donc pour ce récit, tiré du livre d'Isabelle Mordant, qui est là avec moi, Mystère de la fragilité, aux éditions du Cerf, préface d'ailleurs de Cédric Villani, je ne l'avais pas encore dit, donc il est toujours à Normal Sup, là. Hein, il termine sa scolarité, il est en 4e année. Ouais. Donc là, il va terminer à la fin de l'année scolaire sa scolarité. Il commence une thèse en géométrie algébrique. Donc il sera agrégé de mathématiques à la fin de l'année. Non, il n'a pas passé l'agrég. Il a choisi de ne pas passer l'agrégation. Parce que qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il souhaite être enseignant-chercheur dans le milieu universitaire. Mmh. Et donc pour ça, on n'a pas besoin de l'agrégation. L'agrégation, c'est pour enseigner dans le secondaire, c'est-à-dire lycée, classe préparatoire. Mais lui, il souhaite enseigner dans le milieu universitaire, ce qui est plus conforme à son état physique. Vous n'avez toujours aujourd'hui aucune idée de ce que sera son avenir. On vous a fixé des échéances. On vous a dit, il peut vivre comme ça peut se dégrader, ça peut s'améliorer. Il y a quelque chose ou... Non, alors la forme de maladie qu'il a est tellement rare qu'on n'a pas, on n'a pas de pronostic. Et à vrai dire, on ne tient pas particulièrement à en avoir. Vous prenez les choses au jour le jour. Au jour le jour. Et lui, il se projette dans l'avenir? Absolument. Oui, lui, il a des... Oh là là, il en a beaucoup des projets. oui. Pas en mathématiques. Surtout en mathématiques. Sur le plan professionnel, c'est les mathématiques, ça, il n'y a pas de doute. Vous m'épargnerez de vous donner son sujet de thèse parce que je ne suis pas capable de le répéter et je vais me faire attraper après. Mais donc, lui, c'est la recherche avec une certaine dose d'enseignement, il y tient beaucoup. Et puis, sur le plan personnel, il a beaucoup d'activités, il adore la musique. Nous l'emmenons régulièrement à l'opéra. Ouais. Voilà, donc il a une vie bien active et il a bien l'intention de continuer. Il y a une chose sur laquelle sans doute, je n'ai pas assez insisté. Il est exactement aujourd'hui dans la situation d'un tétraplégique, en vérité. Oui. C'est-à-dire qu'il est comme paralysé de la totalité du corps. Il ne peut faire usage ni de ses bras, ni de ses mains, ni de ses jambes. Il ne lui reste finalement que la tête, et dans la tête, quasiment que les fonctions de respiration, de nourriture, etc. Rien d'osseux, véritablement, qui bouge.
Il peut bouger la tête comme Oui, alors, en fait, il est pas paralysé. C'est pas les nerfs qui sont atteints, Ouais. c'est les os le problème, c'est que quand il bouge, ses os se cassent. Mmh. Donc c'est sa fragilité qui l'empêche de bouger. Mmh. Il est pas à proprement parler Mais paralysé. la situation est celle d'un tétraplégique. C'est-à-dire qu'il est Mais effectivement, alors il arrive quand même à bouger un peu les doigts, donc avec un iPad, une tablette avec un clavier tactile, il arrive, mais alors, à lancer une application éventuellement. lentement, mais il Mmh. arrive à manipuler un petit peu, des objets très légers. Voilà. Alors je voudrais qu'on aille au début de l'histoire, Isabelle, avec ce moment qui me surprend toujours. Ça n'est pas la première fois qu'une maman vient dire ici qu'avant la naissance d'un enfant handicapé, elle a comme un pressentiment. Je suppose que vous m'avez l'air d'une femme assez rationnelle. J'imagine que ça vous surprend Ah, je me vous-même. l'explique absolument pas et je suis toujours un petit peu gênée d'en parler parce que ça donne l'impression d'une certaine forme de magie à laquelle je crois absolument pas. Donc je ne sais pas, je ne sais pas du tout expliquer pourquoi effectivement j'ai vécu une grossesse très Inquiète. inquiète quand j'attendais Thomas et d'ailleurs paradoxalement moins quand j'attendais son petit frère. Oui. Alors que là Alors j'avais que là, le de risque vraies raisons, existait. voilà, Ouais. j'avais de vraies raisons d'être inquiète. J'ai une piste à vous proposer. Je crois que toutes les mamans, pour leur premier enfant, sont très inquiètes. Que quand ça se finit bien, elles oublient qu'elles étaient inquiètes, et que quand c'est fini mal, elles se souviennent qu'elles étaient inquiètes. C'est peut-être simplement ça, vous avez sans doute raison. Ouais. En revanche, je maintiens que quand Thomas était tout bébé, il pleurait beaucoup, tout le monde me riait au nez en disant que tous les bébés pleurent et qu'il n'y avait rien d'inquiétant et je maintiens que ces pleurs n'étaient pas ceux qu'on a entendus dans votre enregistrement. Mmh. C'était réellement, Des pleurs de j douleur. des pleurs de souffrance et ça, jeune maman d'un premier enfant, j'étais pas forcément capable de le distinguer et je l'ai très bien distingué, notamment quand j'ai eu mon deuxième enfant. En fait, votre combat, c'est ça, c'est de faire reconnaître cette sensibilité particulière qu'a la maman, de comprendre des choses que le médecin ne peut pas voir. Cette espèce de lien, quoi. Je Oui, sens qu'il souffre. mais c'est pas un lien, enfin, c'est pas une vision des choses qui s'oppose à celle du médecin. Je pense que les parents, devraient être partenaires du médecin dans la recherche d'un diagnostic. Alors là, nous, enfin, comme vous l'avez raconté, de manière assez longue, sur la première partie de votre enregistrement, les médecins nous ont vus, comme enfin, nous étaient hostiles. Ils nous Je ont ne vous vus comme connaissais pas quand j'ai écrit l'histoire. Mais maintenant, vous êtes en face de moi. Je ne comprends pas comment on a pu vous prendre, en gros, pour une femme hystérique. Parce que c'est un peu ce qui vous est oui, arrivé. oui, c'est On ne exactement vous a ça. pas cru. Et quand je vous vois, j'ai l'impression que vous êtes très crédible. L'argument des médecins, enfin ma mère nous a beaucoup défendus à l'époque auprès Mmh, des médecins, sans me le dire d'ailleurs, mais elle me l'a raconté par la mmh, suite. L'argument des médecins, c'est que ce genre de drame affreux qu'est la maltraitance arrive dans tous les milieux, ouais. avec des gens qui ont dans tous les milieux sociaux, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont l'air tout à fait normaux. Donc les médecins, je crois, ne tiennent pas compte de l'aspect des gens pour envisager cette hypothèse. Vous dites d'ailleurs dans ce pressentiment, il y a aussi quelque chose, vous dites je sens qu'il y a un malheur, et vous dites je sens un poids sur mes épaules. Comme si vous pressentiez que vous ne pourriez jamais exercer de métier et que votre vie serait de vous consacrer à l'éducation de votre fils, parce que c'est ça qui vous est arrivé. C'est ça qui m'est arrivé, mais le poids que je ressens, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Parce que, C'est pas un sacrifice. non, c'est pas un sacrifice. Ou alors c'est un sacrifice au sens strict du terme, c'est rendre quelque chose sacré. Oui. Voilà, non, c'est pas un sacrifice au sens négatif du terme. Non, le poids que je ressens, c'est la responsabilité de s'occuper d'un enfant aussi fragile, parce que, bah, je m'occupe de lui, vu qu'il ne peut pas bouger, je le porte, je le lave, l'habille, je le fais manger, je le manipule en permanence et ses os se cassent en permanence et du coup, on porte en permanence la responsabilité d'une possible fracture. Et puis, le handicap a fait, voilà, que toute sa vie a été très compliquée. On n'est pas rentré dans les détails, mais son parcours de scolarisation a été très compliqué et ça aussi, c'est une responsabilité pour une maman de devoir, heu, aller jusqu'au bout, des démarches nécessaires, et se battre comme je l'ai fait avec mon mari pour faire valoir, les Mm. droits de son enfant, tout simplement. Vous faites tout de même un diplôme parmi les plus prestigieux de l'université française. Vous êtes polytechnicienne. Oui, Votre mari aussi, oui. d'ailleurs. Et vous n'en faites rien, en vérité. Il n'y a pas, malgré tout, le J'en fais pas sentiment... d'argent. J'en fais pas de carrière, j'en fais pas de reconnaissance sociale. Les gens s'inclinent pas devant moi parce que je passe ma vie en déplacement à l'étranger et à gagner beaucoup d'argent. J'en ai fait autre chose et je pense que j'ai pas à rougir de ce que j'en ai fait. Vous n'êtes pas non plus la première à nous raconter la difficulté à obtenir un diagnostic, alors que le parent souvent pressent que quelque chose ne va pas de grave. Euh, vous ne croyez pas
la généticienne de Necker quand elle vous dit que le professeur du CHU n'a pas pu voir parce que c'était une forme atypique. Vous restez convaincu que c'est un esprit de corps qu'elle a voulu épargner son confrère de province. C'est pas tout à fait ça. Ou alors c'est un incapable. Il faut choisir entre les deux. Non, c'était pas un incapable non plus. Je pense que c'était quelqu'un qui s'était engagé dans une voie et qui n'en démordait pas. C'était une question de fierté. Oui, Après, est-ce que c'est une forme d'incapacité à exercer la médecine? Ça, je vous laisse juge. j'ai Mais compris. non, non, je leur en veux pas d'avoir envisagé cette possibilité de la maltraitance parce que c'est suffisamment grave pour qu'ils soient obligés, les médecins, de l'envisager et je ne leur en veux pas non plus de s'être trompés. Enfin, se tromper, ça fait partie de la médecine. Là où je leur en veux, C'est bien que vous le disiez, c'est moins évident dans votre livre. On sent beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire cette femme qui a posé le diagnostic, vous dites qu'elle a été la plus humaine de tous les médecins que vous avez rencontrés, oui, oui. et que ce moment du diagnostic s'est déroulé dans des conditions extraordinaires qui vous ont apaisé. Mais à côté de ça, vous dites pourquoi elle m'a pas dit la vérité et pourquoi elle me dit oui, c'était pas très visible, c'est normal qu'il l'ait pas Alors, vu. elle m'a pas dit la vérité, je crois sincèrement parce qu'elle s'est Elle ne voulait pas. non, je crois qu'elle s'est trompée, qu'elle a pas vraiment mesuré et ça, Hmm. je ne lui en veux absolument pas. Qu'elle essaie d'excuser son confrère, je lui en veux pas. Peut-être qu'il y a un esprit de corps, peu Hmm. importe. Moi, à l'époque, mettez-vous dans ma situation, j'avais tout juste 26 ans, Oui. un bébé dont on m'apprenait qu'il avait une maladie qui est quand même une maladie horrible, Hmm. un deuxième bébé que j'attendais qui pouvait aussi être atteint. Je venais de subir 6 mois d'accusations avec toutes les souffrances que ça avait pu imposer à mon jeune ménage. Il fallait que je survive. Donc m'occuper des états d'âme du professeur qui s'était trompé, ça m'intéressait pas. Moi, je Hmm. voulais aller de l'avant, c'est tout. Alors, moi, j'ai été assez fasciné par. Il n'y a pas chez vous du tout de sentiment de culpabilité. En tout cas, vous n'en faites pas état dans le livre. C'est le hasard qui fait que vous et son père lui avez transmis chacun ce gène défectueux qui l'amène à être gravement malade aujourd'hui. Point. Alors, des sentiments de culpabilité, il y en a eu parce que toute maman s'interroge en permanence sur le fait qu'elle fait bien ou mal les choses et donc et Hmm. ça m'a travaillé comme ça travaille tout le monde. Mais Je vous l'ai n'avez tout pas jugé important de le Je retenir. l'ai toujours combattu. Non, mais Ouais. je les ai toujours combattus ces sentiments-là parce que de toute façon, ils ne servent à rien. Ils sont complètement destructeurs et stériles et encore une fois, j'avais beaucoup à faire en m'occupant de Thomas et donc Sans s'inventer je des je problèmes. pouvais pas m'encombrer, de culpabilité. Quant au diagnostic et à ces 2 gènes qui se rencontrent, on l'a eu, ce diagnostic, vous l'avez dit, Il quand avait Thomas 13 avait ans. 13 ans. Oui. Donc on était déjà bien engagés dans notre vie de famille. On avait déjà un garçon qui était déjà en première S, Hmm. heu, qui était très malade, ça se voyait, mais qui avait aussi, un appétit de vivre absolument extraordinaire, une intelligence formidable, une force de caractère éblouissante et Il sert à il n'y a pas rien de ce quoi se sentir diagnostic en fait. coupable. Vous le dites, il sert à rien ce diagnostic. Si, Il met des mots, point. Enfin, il met de la science. il met de la science. Ça compte pour les Oui, techniciennes, non, la mais science. puis il y a quand même oui, ça a compté peut-être plus pour mon Ouais. mari que pour moi, mais il met quand même fin enfin, on n'avait jamais eu de diagnostic génétique, et il a une forme très atypique d'ostéogenèse imparfaite. Donc quand on rencontrait un nouveau médecin, que je disais qu'il avait une ostéogenèse imparfaite, on me disait: «Mais oui, mais en fait, ça ressemble pas à ça». Donc j'avais toujours derrière la tête l'idée qu'on doutait peut-être de Ouais. ce que je disais et le fait d'avoir un diagnostic génétique fait que si quelqu'un me demande ce qu'il a, je sors le papier. Voilà. Personne ne peut dire, «Il a une fracture, c'est bizarre», voilà. Alors, donc, en parallèle, c'est aussi vous et votre mari qui lui transmettez, grâce à vos 2 cerveaux sans doute très bien faits, puisque vous avez tous les 2 fait l'une des écoles les plus prestigieuses en France, Polytechnique, qui lui transmettez cette intelligence hors norme. Le croisement de vos 2 intelligences, qui étaient déjà pas mal, donne quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça, Écoute, c'est une réalité aussi. mais je ne sais pas si c'est génétique, l'intelligence. J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous a largement dépassés l'un et l'autre et qu'aujourd'hui, ce que fait Thomas, ni mon mari, ni moi, n'y comprenons le Plus moindrement. rien. Voilà. Hein, ce qui fait un normal sup. Parce qu'il y a une partie du concours d'entrée à normal sup qui est commun avec Polytechnique. Enfin, Tout c'est à ça, fait, hein. mais après, à Normal Sup, on se spécialise et Oui. lui s'est spécialisé dans des domaines que mon mari et moi n'avons jamais travaillé. Donc, Je signale que en allant taper Thomas Mordant sur Internet, vous tomberez sur un petit cours de vulgarisation de mathématiques ou de tentative de vulgarisation, parce que mais ça, c'est très, très compréhensible par rapport à ce qu'il fait voilà, normalement. Voilà. sans doute, pas par moi, mais ça l'est. Mais allez voir. D'ailleurs, comme ça, vous le visualiserez. Il ressemble beaucoup à Michel Petrucciani finalement, c'est-à-dire qu'il a ces caractéristiques physiques en commun, sauf qu'il ne peut pas utiliser ses mains, lui.
Moi, je sais pas. Moi, Ah je ben vois quand je mon l'ai fils. vu, Quand je vois mon fils, vous voyez votre je fils, vois ouais. mon fils, je vois pas quelqu'un d'autre, donc je ne vois pas de ressemblance particulière. Je le Il trouve unique. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il est heureux? Il est très heureux. Il est très heureux et à mon avis, enfin, c'est difficile de parler pour quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il est très heureux et à mon avis, c'est ça qui lui donne cette force, le courage dont il fait montre devant les obstacles, devant la souffrance, devant les fractures qui sont toujours extrêmement douloureuses et c'est ça qui lui donne envie de vivre. Et il ne pourra pas avoir de vie autonome. Ah non, Il vivra il le à la sait très bien. maison ou avec une aide Oh, quelconque. si c'est pas chez mon mari et moi, il vivra peut-être un jour seul, mais avec une aide 24 heures sur 24. Il a besoin d'une 24 heures sur il a 24. besoin d'une assistance 24 heures sur 24, oui. Il est impensable qu'il tombe amoureux? Alors là, vous vous me demandez de parler sur les ondes de mon fils de 20 ans. Je vais Il va avoir pas aimer. je vais avoir quelques problèmes si je m'aventure à répondre à cette On question. peut répondre non, rien n'est impensable. Ah non, mais rien n'est impensable, voilà. Bon, vous êtes prêt à le laisser partir Ah bah, absolument, avec une autre absolument. femme? Ah oui? Bon, Ah oui, non, j'ai aucun, je suis une mère, attentive et peut-être parfois possessive, mais si mes garçons, l'un ou l'autre, tombent amoureux, et vous, est-ce que ils ne vous êtes heureuse? m'appartiendront plus. Je suis très heureuse. Je vois mon fils heureux malgré toutes les difficultés. J'ai un couple qui a eu la chance de tenir bon Je dis oui, parce que j'ai raconté beaucoup d'histoires semblables et les couples explosent en et général. ben, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Ouais. Donc j'ai un Enfin, en mariage. vérité, le mari se carapate. C'est souvent ça qui se passe. En tout cas, le mien, c'est pas carapaté. Donc j'ai beaucoup de chance et j'ai un deuxième fils qui va très bien, qui est très équilibré et donc je vois pas du tout, pourquoi je pourrais être malheureuse. Il va faire normal sup ou polytechnique, le Ah, deuxième? il est à Polytechnique. Ma question était bonne. Merci beaucoup. Isabelle Mordant, dont je rappelle le livre Mystère de la fragilité aux éditions du Cerf. J'ai été ravi de prêter ma voix à votre histoire, Merci à vous. même un petit peu éraillée.